Bonjour, voici la revue de presse de la semaine du 1er mars. Nous allons vous présenter 3 sujets d'actualité. Les manifestations en Libye qui tournent au bain de sang, les licenciements pour espionnage chez Renault, puis l'inculpation judiciaire de John Galliano. En Libye, la situation tourne à la guerre civile. C'est aujourd'hui la 22e journée de lutte et Kadhafi refuse catégoriquement de quitter le pouvoir. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Vendredi dernier, 2 explosions se sont produites dans un dépôt d'armes détenu par les insurgés. 27 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. Hier, les forces loyales de Kadhafi s'en sont prises à un port stratégique aux mains des manifestants, obligeant les habitants de la ville à fuir. L'ONU a demandé dimanche soir un accès d'urgence aux victimes blessées et mourantes et a lancé lundi un appel de fonds de 160 millions de dollars pour venir en aide aux Libyens. Le message est simple, il brandit la menace d'Al-Qaïda, c'est-à-dire le Kadhafi il dit c'est vous avez le choix, l'Occident, les Américains, les Anglais, les Britanniques, les Européens, vous avez le choix entre moi ou Al-Qaïda. Et si c'est pas moi, Al-Qaïda prendra le contrôle de tout le Maghreb et vous aurez Al-Qaïda à 50 km des frontières européennes. Voilà son message. Jusqu'à la dernière seconde, on ne sait pas si on va vraiment le voir, à quel moment, etc. Donc l'attente a été assez longue. Et puis on passe des... C'est un peu une ambiance bizarre, Tripoli, parce que c'est à la fois tout à fait normal. C'est pas du tout une ville à feu et à sang, Tripoli. Hein. C'est une ville où les voitures circulent, où il n'y a pas de barrage de police. Enfin, c'est une ville normale. C'est pas la guerre. Mais c'est un peu comme les émeutes urbaines, ou quand il y avait les émeutes en banlieue, en région parisienne. De l'étranger, on avait l'impression que Paris était une ville à feu et à sang. Non, Tripoli n'est pas une ville à feu et à sang aujourd'hui. Il pense que c'est des cellules dormantes d'Al-Qaïda qui font toute cette agitation, que le peuple est pour lui, etc. Donc c'est un peu surréaliste. Et vous pensez qu'il le croit ou c'est que de la propagande? Alors lui, il a l'air de croire tout ce qu'il dit. Quand on discute un peu avec son entourage, avec des proches, on voit bien qu'il est inquiet, on sent qu'il y a un peu de discours. Vous disiez que son entourage se rendait peut-être un peu plus compte. L'entourage a l'air de se rendre un peu plus compte que, à la fois c'est grave et à la fois tout peut arriver. On sent que, il peut encore s'en sortir. Ah, il peut encore s'en sortir. Ah, oui. Et là, il a peur en fait. On sent qu'il est aux abois. Enfin, il en appelle à l'Occident. Enfin, lui qui a tellement combattu les Américains, les Européens, lui qui est soupçonné d'avoir fait péter des avions, tout ça, pour qu'il en appelle l'Occident contre son peuple, lui qui a toujours eu son peuple soudé contre l'Occident, c'est que quelque part il est peut-être mal. En cette période de salon de l'automobile à Genève, Renault aurait sans doute préféré faire parler de lui par ses nouveaux modèles et ses concepts prometteurs. Malheureusement pour le constructeur, l'affaire d'espionnage le poursuit. Il y a quelques semaines, le groupe avait licencié 3 de ses cadres pour cause de corruption et d'espionnage au profit de compagnies extérieures. Mais, au fur et à mesure de l'enquête, les preuves semblent de plus en plus fragiles. Renault a-t-il été manipulé? Cette affaire révèle les failles du système de dénonciation de l'entreprise. Les syndicats s'interrogent. Comment peut-on licencier un employé sur une simple suspicion? Quant aux 3 cadres, ils sont saisis les prud'hommes. Michel Balthazar, l'un d'entre eux, exige que l'entreprise reconnaisse publiquement son innocence dans une interview au Figaro. Communication de crise pour une affaire qui fait pchit. Un certain nombre d'éléments nous amènent à douter d'une affaire d'espionnage, reconnaît le numéro 2 de Renault, Patrick Pellata, dans le Figaro. Le groupe serait peut-être victime d'une manipulation, d'une escroquerie, dit-il. Et pour cause, la direction du renseignement n'a toujours pas trouvé le début d'un commencement de preuves contre les 3 cadres licenciés dont les avocats crient déjà victoire. Cela valide ce que me disait Michel Balthazar. Il est blanchi. Ce que j'aimerais, moi, c'est que Renault vienne faire amende honorable et tendre la main aux 3 personnes qui ont été abusivement licenciées et contre lesquelles abusivement il y a eu un dépôt de plainte pénale. Réponse du directeur général, si tous les doutes sont levés, Renault sera très attentif à réparer toute injustice. On sait déjà que Bertrand Rochette, l'un des 3 cadres incriminés, pourrait demander 2 millions d'euros de dommages et intérêts.
Selon les informations de BFM Business, le numéro 2 de la sécurité de Renault s'est mis en arrêt maladie pour éviter les pressions de sa direction qui le somme de dévoiler le nom du corbeau de l'affaire. Cette lettre est le seul élément qui a conduit à mettre à pied Michel Balthazar. C'est Patrick Pellata qui a pris cette décision, contre l'avis de tous. Le directeur général doit s'en mordre les doigts. À 50 ans, le couturier britannique John Galliano, qui a pris les rênes de la création Dior, s'est imposé comme l'un des créateurs les plus inventifs et flamboyants. Depuis 1999, il dirige l'ensemble des lignes féminines de Dior, ainsi que la maroquinerie et l'image de la marque. Cependant, il a été interpellé à Paris après une altercation avec un couple l'accusant d'insultes antisémites et racistes. De ce fait, il a été suspendu de ses fonctions chez Dior dans l'attente des résultats de l'enquête. La maison Dior affirme avec la plus grande fermeté sa politique de tolérance zéro à l'égard de tout propos ou attitude antisémite ou raciste, a déclaré le PDG de Dior, Sidney Toledano, dans un communiqué. Cette fois c'en est trop, John Galliano a été viré de Dior hier. Le directeur artistique de la grande maison de couture a été licencié après ses propos antisémites répétés. Après son altercation avec un couple dans un bar parisien la semaine dernière, épisode peu glorieux qui lui a valu une suspension de son employeur, hier, une vidéo révélée par le journal Le Sun est venue signer la fin de carrière du styliste. John Galliano, sous, y déclare entre autres qu'il adore Hitler. La réaction de Dior est immédiate, son directeur artistique est mis à pied, de quoi pimenter un peu cette Fashion Week qui s'ouvre à Paris et parier sur la tenue ou non du défilé Dior vendredi. Première réaction, celle de Michel Kessler du New York Times qui estime que ces choses tristes arrivent, mais qu'il ne faut pas le diaboliser. Il est temps pour lui, ajoute-t-elle, qu'il se fasse aider et s'occupe de lui-même. Je suis très triste de ce qu'il s'est passé, mais ce qu'il a dit sur cette vidéo est absolument horrible. Je pense qu'on ne peut pas oublier ce qu'il a fait dans la mode, c'était un génie, et il a fait de Dior une marque extraordinaire parce qu'il avait de la créativité. Very wonderful state of brand because he had creativity. L'actrice israélo-américaine Nathalie Portman, l'une des égéries de Dior, a exprimé dans un communiqué son dégoût. En tout cas, pour le styliste britannique de 50 ans, arrivé chez Dior en 1996, ces vidéos en forme de suicide professionnel signent bien la fin d'une grande carrière.